L'autre personne était une femme accusée d'avoir poussé sa sœur infirme dans la Seine, où elle s'était noyée. Cette malheureuse édifiée jusqu'au cielier par sa bonne conduite. Aussi fallut-il employer la rigueur pour que ces odieuse compagnes ne poussant pas son fer à insulte jusqu'à l'outrage. Le jeu du jugement s'était paré avec beaucoup de soin, retour du tribunal. Elle se trouva mal, mais sa joie était décente, et en quittant la prison, est voulut laisser à ses méchantes compagnes des témoignages de son bon cœur, et comme l'argent qu'elle possédait était peu considérable, elle me fit demander une modique somme de 10 francs pour augmenter son cadeau, en priant Dieu pour moi de trouver des jurés aussi justes qu'ils avaient été les siens. Après la levée du secret, quelques amis vinrent me visiter. Je dois mettre au premier rang le comte Alexandre de la Rochefoucauld, dont la constante amitié n'a cessé d'adoucir mes peines et qui m'en a donné une protection en acceptant les fonctions de ce projet tuteur de ma femme pendant sa longue maladie. Monsieur de Vandeuil, actuellement membre de la Chambre des députés, comme il devait partir pour la campagne, a été resté tout l'automne. Il m'a mis un jeu de 100 louis d'or dans les mains en me priant de les conserver. Vos relations avec votre famille peuvent être difficiles, me dit-il. L'argent ne peut jamais nuire. Il vaut mieux que vous en ayez maintenant votre position que d'être obligé d'en demander. Effectivement, ces 200 louis me feront d'une grande utilité pour gagner la Bavière 2 mois après. Sa mère était un ange de bonté pour ma femme. C'est elle qui lui apportait des premières consolations dans sa prison. Le colonel Briqueville, encore souffrant des deux blessures qu'il avait reçues à l'affaire de Versailles, qui était sans lit souvent, put venir causer avec moi des heures entières. Je dois aussi beaucoup de reconnaissance à Messieurs Franck O'Gherty et de Fidière pour les marques d'attachement qui m'ont prodigué. Mais le plus assidu de tous était un de nos parents, taché de s'intéresser et du comte du prince Eugène. Cet excellent jeune homme, attaqué d'un asthme qui ne lui permettait pas de se coucher depuis son enfance et dont l'excès le mettait en 2 fois par mois au bord de la tombe, venait passer des journées entières près de moi. Le charme de sa conversation, et tout ce qui était de son caractère, me faisait oublier mon cachot et l'avenir. Il s'obstinait à soutenir que je serais condamné au bannissement. Il me pressait d'accompagner à la Martinique où il était né. Il me punit avec l'enthousiasme d'une colonne, son beau climat, ses ombrages, la variété des plaisirs, les mœurs originales des habitants et les soins qui me prodigeraient une famille nombreuse dont il était adoré. Il me chantait des chansons des nègres, parlait le gentil jargon des négresses et s'est plaisir à me préparer ainsi une existence encore aimable avec ma femme et son enfant dans la nouvelle monde. Je n'avais pas vu ma fille depuis mon emprisonnement, dont la crainte ajoutait la consternation à sa tristesse. À l'heure des horreurs de la prison, cependant, ma mère m'envoya pour recevoir ma bénédiction, la vie de sa première communion, la correspondance journalière
avec ma famille, suffisait à ma tendresse. Je croyais pouvoir régler la chaleur de mon affection pour elle, mais en voyant un unique enfant paré de toutes les grâces de la jeunesse, tombant dans mes bras baignés de larmes, et bientôt à mes pieds, dans un évanouissement profond, tous les tourments, toutes les angoisses de la tendresse paternelle me déchireront le cœur. Je sentis pour la première fois toute la profondeur de mon infortune. Je ne peux contenir ma douleur. Des larmes silencieuses se mêleront à ses sanglots, et en lui posant mes mains sur sa tête, il me fut impossible de prononcer un mot.